Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Frédéric Oudéa, le directeur général de la Société Générale. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. C'est l'actualité. Bruno Le Maire donne ce matin le coup d'envoi pour 20 milliards d'euros de prêts participatifs pour aider les PME françaises et ETI qui sont en difficulté. C'était nécessaire, ça arrive au bon moment, ça y est, un an après les PGE. Il fallait qu'il y ait un relais. Tout à fait, et c'est un relais pour la relance, c'est un relais pour la sortie de crise. Le PGE, c'est 135 milliards d'euros déployés très rapidement, efficacement par le système bancaire pour une forme d'assurance sur la trésorerie des entreprises. C'était des mesures d'urgence. Et puis maintenant, vous le savez, les chefs d'entreprise vont avoir à décider si elles remboursent, ils remboursent tout de suite, à quel rythme ils souhaitent amortir, etc. Pas de crainte au niveau des remboursements, pour le coup? Non, aucune crainte. D'ailleurs, il y a des choses très intéressantes qui ont été quand même... vous avez vu l'étude de la Banque de France qui mentionnait que l'endettement brut des entreprises a augmenté, mais quand on compare aussi à l'ampleur de la trésorerie accumulée, en fait, l'endettement net des entreprises françaises a peu augmenté, de l'ordre de 0,8% si mes souvenirs sont bons. Donc, les remboursements vont se faire. Parce que cette crise ne touche pas tous les secteurs de la même façon. Ouais. Il y en a qui sont très impactés, d'autres moins. Et là, cet instrument-là, il est différent. C'est un instrument donc, de quasi-capital pour consolider des bilans qui auraient besoin d'un peu plus de temps et permettre aussi aux entreprises d'investir, donc de repartir en espérant, comme on le souhaite évidemment, qu'on sorte effectivement de cette crise. C'est l'État qui apporte une garantie de 30%. C'est suffisant pour vous ? Tout à fait, c'est une garantie de première perte et ça permet effectivement de facto d'avoir un produit de quasi-capital à un taux très intéressant pour les entreprises. Ouais. Et ce taux, on sait, parce qu'on avait parlé de 4-5%. Voilà, final, ça va être 4-5% pour les PME, donc c'est quelque chose de très attractif sur des prêts de 8 ans qui ne seront pas tout de suite amortis. Non, c'est une formule financière, à mon avis, qui sera attractive. Mais c'est destiné à celles et ceux qui ne peuvent pas rembourser leur PGE, ou c'est pas le même sujet? Pour moi, c'est pas le même sujet. Non, c'est pas le même sujet. Le PGE, il va être remboursé. Ouais. Mais là, vous aurez un bilan qui aurait peut-être été en partie impacté par la crise, l'arrêt d'activité, et pour autant avec une capacité de production, d'innovation. Donc, il y aura peut-être aussi des formules complémentaires à ce prêt participatif, un peu plus de capital de tel ou tel partenaire, mais c'est une manière de consolider le bilan dans le temps et de permettre à cette entreprise-là, y compris d'emprunter pour continuer à investir grâce à un bilan plus solide. Ouais. Sur les PGE, juste petite parenthèse, on a une idée des entreprises qui l'ont consommé ou pas? J'ai souvent entendu le patron de la CPME me dire, François Asselin, X% des PME n'ont pas utilisé, c'était une sécurité, une poire pour la soif. Au contraire, les entreprises qui sont en difficulté, qui vont devoir le proroger, ce PGE. C'est difficile d'avoir une statistique précise. Une nouvelle fois, la statistique de la Banque de France est intéressante. Oui, l'endettement a augmenté, mais encore une fois, la trésorerie a aussi augmenté dans des proportions considérables. Donc le net n'a pas tellement augmenté. Donc je crois que beaucoup de chefs d'entreprise ont pris ça comme une assurance. Bon. D'autant que ça ne modifie pas, il faut expliquer, l'actionnariat des PME. Donc il n'y a pas d'effet sur la gouvernance, qui était une crainte légitime de la part des chefs d'entreprise qui n'avaient pas envie de voir ni l'État ni une banque. Non, mais alors c'était effectivement presque dans le mandat. On parlait de quasi-capital. C'est compliqué d'intervenir dans la gouvernance de milliers d'entreprises. Les banques ne sont pas équipées pour le faire, l'État non plus. Donc c'est vrai que l'idée, c'était bien de laisser le chef d'entreprise avec sa gouvernance, efficace pour son entreprise, sa PME, mais encore une fois, consolider dans le temps son bilan. C'est bien dimensionné, 20 milliards d'euros, pour le coup. Je crois, écoutez, c'est beaucoup d'argent, 20 milliards d'euros. Ça ne concerne par définition pas tous ceux qui ont été chercher un PGE, puisqu'il y en a plein qui vont aussi quand même le rembourser et qui n'ont pas besoin de renforcer leur capital. Je crois que ce 20 milliards est un montant adapté. Voilà. Et ce sera un succès ? Parce que pour le coup, non, mais un an après, on peut dire que le PGE est un succès. Le PGE est un formidable succès. Ouais. Le PGE a permis de sauver des emplois, le PGE a permis de sauver plein d'entreprises. Ouais. Et il a été déployé avec une rapidité par les réseaux bancaires exceptionnels. Et on peut s'en féliciter. Moi, j'ai la conviction que ce prêt participatif sera aussi un succès. Et sachant, vous le savez, qu'on va faire appel à l'épargne des Français, puisque l'idée, c'est que cet argent vienne aussi de l'épargne des Français. Ouais. On ne peut pas les forcer non plus, les Français. On peut les inciter. Non, mais ce sera un bon
produit aussi pour les Français, avec un rendement, 4-5%. Un rendement qui sera satisfaisant avec un produit qui sera effectivement consolidé par la garantie de l'État. Voilà. Et donc sur les risques de non-remboursement, et après on passe à autre chose, des PGE, c'est trop tôt pour en parler, c'est trop tôt, parce que le mur de faillite n'aura pas lieu, nous a dit Philippe Brassac, président du Crédit Agricole et de la FBF. Je suis tout à fait de son avis. Premièrement, la Banque de France estime, si vous voulez, que potentiellement c'est peut-être entre 4,5% et 6% des PGE qui pourraient être à risque, en tout cas une partie non remboursable. Donc 6% des 130 milliards, sachant que pour les banques, il n'y en a que 10%. Oui, voilà. Pardon pour les calculs. Si vous voulez, à peu près, ça fait entre 5 et 8 milliards, grosso modo. Pour l'ensemble des banques. Pour l'ensemble des banques, avec l'État inclus. Si c'est ça, c'est gérable. Oui, c'est tout à fait gérable, soyons clairs. Et si c'est le prix à payer pour avoir sauvé beaucoup d'emplois, honnêtement, c'est quelque chose de très légitime. Donc il n'y a pas de sujet spécifique. Et je pense qu'il n'y aura pas de falaise. Cette crise, d'abord, elle ne touche pas de la même façon tous les secteurs. Deuxièmement, je suis assez convaincu que le jour où on peut repartir au restaurant, repartir faire des voyages, il y aura une espèce de boom, si vous voulez, de rattrapage. La question clé ensuite, la vraie bonne question à mon avis, c'est qu'au-delà des 6 mois après la fin, si j'ose dire, de toutes ces contraintes qui pèsent sur nous tellement, c'est est-ce que la croissance structurelle française va pouvoir être forte? Et là, on touche d'autres sujets plus importants, l'innovation, la capacité de disposer de la manœuvre adaptée sur des nouveaux métiers, donc la formation, la capacité d'investissement et donc les moyens de financement, etc. etc. Ouais, et ça, justement là-dessus, il faut apporter une réponse. Et au-delà de ça, conjoncturellement, sur comment se porte l'économie française en ce début d'année, qu'est-ce que vous voyez depuis votre balcon ? Écoutez, nous, on trouve que c'est pas si mal. D'abord, on a une perspective de rebond de l'activité économique. Alors, encore une fois, restons prudents, parce que ça dépend de ce qui va se passer sur le front sanitaire. On est encore dans une période d'incertitude. On parle, est-ce qu'il y aura un nouveau confinement dans tel ou tel département? Bref, soyons un peu prudents. Nous, on est quand même dans un rebond assez proche de l'hypothèse, des hypothèses de l'Europe, du gouvernement français, aux alentours de 5,5-6%. Donc, plutôt quelque chose d'assez tonique. Et notamment peut-être avec la consommation qui pourrait repartir dès que les choses seront éclaircies. Et puis ensuite, au-delà de ça, la question c'est est-ce que l'environnement à moyen terme donne confiance? L'argent de l'Europe va-t-il arriver avec ces transformations autour de la transition énergétique? Cet argent sera-t-il disponible? Est-ce que les chefs d'entreprise sont confiants pour investir? Est-ce que les particuliers, avec cette épargne énorme accumulée, vont effectivement consommer? Toutes ces questions, c'est une question aussi de confiance. Ouais. Et en même temps, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, quand on voit que l'Amérique, pour le coup, a baissé 2 fois moins fortement que nous en 2020, est en train de rebondir plus vite que nous, ça appelle des commentaires d'un point de vue, pardon, de l'expression du policy mix, de la politique budgétaire, de la politique monétaire. Est-ce qu'on a fait suffisamment de voir que les Américains, avec la même pandémie, chutent 2 fois moins et peut-être vont rebondir 2 fois plus vite que nous? Oui, mais attendez, je ne crois pas du tout que ce soit lié. L'effort était là. Enfin, je pense que vraiment, l'État, la Banque Centrale Européenne a fait ce qui était nécessaire. L'Europe a décidé de déployer des sommes considérables, qui ne sont pas encore sur le terrain. C'est là où l'enjeu de rapidité compte. Faut que la tendance suive. Mais attendez, ce qui compte, c'est que le tourisme, par exemple, la part du tourisme dans l'économie française, elle est plus importante que dans l'économie américaine. Donc il y a fatalement des impacts différents de cette crise hors norme sanitaire selon la structure de son économie. Ça, on ne pouvait rien. La question clé, je répète, c'est une fois qu'on aura mis ce virus derrière nous grâce à des vaccins qui seront vraiment diffusés, c'est consolider la compétitivité de l'économie française. Ouais. Sans augmenter les impôts, parce que quand on en... Non, il y a ce sujet-là. Les Français, quand on leur pose la question français, le gouvernement Bruno Le Maire a beau dire il n'y aura pas de hausse d'impôts, les Français ont toujours peur. Est-ce que... Et là, ça renvoie au débat autour de la dette et de l'explosion de la dette qui était nécessaire, encore une fois, pour sauver les entreprises, pour mener toutes ces politiques publiques. Savoir s'il faut... Il y a tout ce débat, je ne sais pas si c'est franco-français, mais c'est ce qu'il faut effacer la dette, est-ce qu'il faut la cantonner, qu'est-ce qu'il faut faire de cette dette Covid? Vous en pensez quoi d'ailleurs au-delà de ça? D'abord, ce débat n'est pas strictement français. Vous avez vu le budget du Royaume-Uni qui prévoit effectivement des hausses ciblées d'impôts, mais après la fin de la crise. Moi, je crois, enfin, effectivement, pour revenir sur le point, est-ce que les Français vont dépenser ou être frileux et garder leur épargne de précaution? Est-ce que les entreprises vont investir? Toute la visibilité sur l'absence d'augmentation d'impôts est fondamentale. Sur la dette, moi, je pense personnellement que de toute façon, ça prendra du temps. Je pense c'est assez irréaliste de parler d'annulation de dette. Nos voisins allemands, néerlandais, probablement sont de toute façon contre. Et Christine Lagarde a fermé la porte. Voilà, donc je pense qu'honnêtement, c'est pas forcément une bonne idée de passer du temps là-dessus. En revanche, se dire,
discuter avec nos partenaires à quel rythme on va faire reconverger probablement sur des niveaux plus acceptables, sur quel calendrier. Moi, je pense que c'est des calendriers fatalement longs. Le pourcentage de dette sur PIB, on peut penser qu'il va quand même baisser, parce que si la PIB remonte, bah voilà, mécaniquement quand même. Et puis surtout s'inscrire dans un effort sur la dépense publique pour la rendre plus efficace et éviter justement les augmentations d'impôts pour combler des déficits. Alors autre sujet, on parle du cours de bourse. C'est intéressant parce que je regardais le cours de bourse de l'Action Société Générale qui a pris 30% en un mois. On se dit quoi? On se dit que les marchés saluent votre capacité de rebond au second semestre 2020, ils saluent le retour des dividendes, ou ils saluent aussi peut-être le redressement des rendements obligataires, notamment aux États-Unis, ou c'est un peu tout ça réuni? Eh ben, c'est un peu tout ça réuni, Daniel. David, je veux dire, c'est d'abord effectivement la perspective de taux un peu meilleurs. Vous savez combien des taux négatifs ou bas, c'est mauvais pour le secteur bancaire. Donc la perspective de choses un peu plus favorables aide un peu tout le secteur bancaire. La deuxième chose, effectivement, et ça concerne toutes les banques, le fait de repartir vers de la distribution, d'avoir une perspective de rémunération. Même encadrée, mais en tout cas... Oui, mais enfin, en tout cas, il y a des perspectives peut-être de normalisation de la chose. Et puis, troisièmement, clairement, comme je l'avais dit lors des résultats du T4, la confirmation du rebond. Nous, on a souffert en milieu d'année 2020. Il y a eu des questions, des craintes. Depuis 2 trimestres, on apporte des réponses convaincantes. Et nos résultats ont été très bien reçus. Et je pense que ce rebond va se poursuivre en 2021. Ouais. Est-ce que ce rebond, d'ailleurs, il est plus puissant quand on... J'ai pas vu les chiffres, je n'ai pas regardé pour le coup. Quand on regarde la moyenne du secteur bancaire, est-ce que SocGen rebondit plus? Oui. Bah là, aujourd'hui, on est en train de combler un écart qui s'était creusé. Et je répète, je pense qu'en 2021, on peut continuer à réduire cet écart. Ouais. Même à 21 €, la SocGen présente un PER que j'ai plus en tête, mais qui est toujours à la case des côtés. C'est absurde, c'est aberrant. Il faut comprendre ça quand même. Tout le secteur bancaire européen aujourd'hui est sous-valorisé. Ouais. Notamment quand on voit les banques américaines qui sont au top en termes de... Oui, mais ça, si vous voulez, il reste... Il faudrait faire une émission là-dessus quand même. Si vous voulez, sur le secteur bancaire européen, il reste des questions qui ne sont pas posées sur le secteur bancaire américain. Pourquoi? Sur les enjeux de réglementation. Bâle, sur les taux. Les taux négatifs, c'est de l'européen, c'est pas de l'américain. Il y a le sentiment, comme vous le disiez, que... S'il n'y a pas de taux négatif en Europe, la valo des banques européennes serait à un niveau beaucoup plus élevé. Je ne sais pas, c'est difficile d'avoir une élasticité, mais elle serait supérieure, évidemment. Mais toutes ces perspectives-là aussi de rebond de l'économie américaine par rapport à l'Europe, tout ça, ça compte. Ça, c'est des éléments structurels. Je pense qu'on peut très vite essayer de rassurer, et donc ça améliorera les choses sur l'ensemble des banques. Et puis nous, Société Générale, notre enjeu, c'est de montrer encore sur quelques trimestres à quel point les craintes sur notre capacité bénéficiaire étaient excessives. Je le répète, je l'ai dit au marché, le début de l'année est très encourageant de ce point de vue, continuons le travail. Ouais. Je crois que le cours était à 30 € juste avant le début de la crise, le cours de la Société Générale. Vous l'avez en ligne de mire, c'est ça l'objectif? Il n'y a pas d'objectif, mais en tout cas, je pense que nous pouvons continuer à avoir une correction à la hausse de notre valorisation. Ouais. C'est un peu moins de 20 milliards d'euros de poids boursier, la Société Générale. Et c'est vrai que quand on lit souvent dans la presse, on lit parfois dans la presse éco, qui met plus la SocGen en proie, pour le coup, qu'en prédateur. Ça vous irrite que de lire ça quand vous lisez? Je ne donnerai pas le nom des petits copains, mais... Je veux dire, je pense que c'est très irréaliste de penser qu'aujourd'hui, il y aura de toute façon des mouvements de consolidation. Pour plein de raisons. D'abord, tout le monde est concentré sur la gestion de la crise. Deuxièmement, les mécanismes de consolidation sont beaucoup plus compliqués dans les banques que dans n'importe quelle autre industrie, pour plein de raisons. Je ne vais pas entrer dans les raisons techniques, mais... Donc bref, tout ça, c'est du bruit, et nous, on se concentre sur notre trajectoire stratégique, et on a beaucoup à faire pour créer de la valeur pour nos actionnaires. Les marchés boursiers, pour le coup, certains disent sont chers, au sens large, bien valorisés, notamment évidemment avec la techno aux États-Unis. À ceux qui disent que nous sommes à la veille d'un krach boursier, encore une fois, vous leur répondez quoi, vous? D'abord, quand on enlève le cas Tesla, on enlève les cas Tesla et compagnie, parce que c'est un cas un peu exceptionnel, mais c'est vrai qu'on a quand même deux marchés et des valorisations très élevées pour certains secteurs, pour des valeurs technologiques, et puis des valeurs plus traditionnelles qui ne sont pas si bien valorisées que ça, avec encore des incertitudes qui pèsent sur ce secteur. Donc d'abord, c'est un marché très différent. Moi, je pense qu'effectivement, on peut en tout cas, dans les 5 prochaines années, avoir des corrections. Parce qu'il y a beaucoup d'argent disponible, et je peux imaginer à un moment des moments de nervosité qui entraînent des corrections, quitte à ce qu'elles soient suivies aussi de rebonds. Donc, je pense qu'il faut, quand on épargne, continuer à avoir une logique de diversification de son épargne, pas mettre tous les œufs dans le même panier.
Les marchés boursiers, encore une fois, ont commencé l'année de manière très positive. Peut-être qu'il ne se passera rien en 2021, peut-être que c'est plus 2022 avec des incertitudes politiques et autres. C'est les rendements obligataires pour l'instant qui, oui, bien sûr, qui sont bons pour les banques. D'ailleurs, c'est tout paradoxe parce que finalement, c'est bon pour le secteur financier. Il y a une forme de rotation sectorielle. Bah oui, on a beaucoup souffert. Elle est dans le bon sens. On a beaucoup souffert à cause des taux bas. Voilà, on rattrape un peu du retard. L'important, c'est quand même que les taux restent à des niveaux raisonnables. Pourquoi? Parce que pour les États, c'est important. Ouais. Pour les entreprises et les particuliers, pour investir, il vaut mieux que les taux d'emprunt ne soient pas trop élevés. Les banques centrales y veilleront. Je pense que les banques. On aura le gouverneur de la Banque de France qui sera d'ailleurs avec nous le lendemain de la BCE vendredi prochain. Je pense que les banques centrales y veilleront. Maintenant, ensuite, vous voyez, il peut y avoir des pressions aussi fortes du marché, mais c'est vrai que c'est compliqué de se positionner contre les banques centrales. Si on prend un peu de recul, comment vous évaluez les performances commerciales, économiques, financières de la SocGen par rapport à vos pairs, par rapport aux autres banques? C'est quoi? C'est le seul juge de paix, c'est quoi? C'est les résultats nets? Il y a d'autres choses, parce que si on regarde juste les bénéfices, eux en ont fait et pas vous en 2020, même s'il y a ce rebond qui est très fort sur le deuxième semestre, sur le second semestre 2020. Comment vous vous positionnez par rapport Mais nous, si on regarde juste les résultats nets, on a d'abord deux semestres très différents. Oui. Un premier avec un aspect spécifique, compte tenu du poids des produits structurés, qui est en train d'être mis derrière nous. Ouais. Et un deuxième semestre avec des profits. Donc, si vous voulez, nous sommes une banque et nous allons faire des profits. 1,3 milliard de profits au second semestre. Bah voilà, exactement. Donc, si vous voulez, nous savons faire des profits. Il n'y a rien de spécifique sur le reste des activités. Et puis, bien entendu, quand vous pensez au monde de transformation et de disruption du secteur financier, il faut aller au-delà des profits. Je fais cette interview chez Boursorama. Boursorama, c'est une formidable banque alternative qui va être différenciante pour Société Générale. Et qu'est-ce qu'on a dit en fin d'année dernière? Qu'on veut miser sur la croissance de Boursorama, c'est-à-dire accepter d'investir dans cette croissance. Donc, quelque part, je mise sur le long terme, sur bâtir un modèle formidablement adapté aux besoins de millions de clients français, au détriment d'un résultat de très court terme. Mais ça, c'est ce que font tous les GAFA, c'est ce que font toutes les startups, et je pense que c'est légitime. Donc, on ne peut pas s'arrêter au résultat net quand on estime le potentiel de croissance et d'adaptation d'un secteur, d'une banque. C'est ça qui a changé, au fond, dans votre façon de faire votre métier, notamment en banque d'affaires, en banque d'investissement. Vous parliez des produits structurés, qui, pour le coup, a plombé une partie de l'année dernière. Qu'est-ce qui a changé, sans trop entrer dans la technique? Oui. Qu'est-ce qui a changé dans la façon de faire du business dans votre activité de marché? D'abord, on a eu de formidables activités de financement, par exemple. Ça a très bien marché, de conseil. Une partie très importante de nos activités de marché ont très bien marché. Il y a un segment, effectivement, c'est produits d'investissement. Alors, le client, il était ravi. Tout s'est très bien passé pour le client. Ouais. C'est vrai. Et c'est très bien pour lui. Mais c'est vrai qu'on embarquait beaucoup de risques et que nous avions à couvrir. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va proposer des produits qui resteront toujours attractifs pour nos clients d'un point de vue de leur rendement par rapport à des produits d'assurance vie à zéro, mais en abaissant quand même un peu le rendement et avec un peu moins de risques pour nous. C'est ça qu'on fait. Mais le job est en train d'être fait, sera terminé dans quelques mois et la trajectoire se passe très bien de ce point de vue. Donc, 2021, c'est le retour de la rentabilité pérenne. Absolument. Bon, avec une maîtrise des coûts, qui était au rendez-vous, il faut en parler 2 secondes, en 2020, une baisse, je crois, de 5% de vos coûts en 2020. On reste sur cette tendance sur 2021? Non, on l'a dit, naturellement, on aura une légère augmentation. Pourquoi? Parce qu'il y aura plus d'activités. Naturellement, avec le rebond du revenu, on voyagera peut-être quand même un tout petit peu plus en 2021 qu'en 2020, on verra. Mais en tout cas, si vous voulez, la discipline de coûts reste là. Et à l'horizon 2023, on a dit, oui, les coûts 2023 seront plus bas que les coûts 2020. Cette discipline de coûts, elle n'est pas spécifique à Société Générale, elle est nécessaire à tout le secteur bancaire, c'est ça un de ses enjeux. Et nous, on a plein de projets en cours dans nos métiers pour améliorer notre efficacité opérationnelle. Oui, un petit mot, Frédéric Oudéa, des dividendes. Donc, la BCE vous autorise à verser jusqu'à 15% des résultats 2019 et 2020. Ça nous fait 55 centimes par action. Vous êtes au plafond de ce qui vous est autorisé? Oui, voilà, on était au plafond de ce qui nous était autorisé. C'est un début. Et puis surtout, on a dit, attendez, pour 2021... 470 millions d'euros de programme de rachat d'actions. Si, moi, c'est le si qui m'intéresse. Ah oui, parce qu'on attend, et on est tous tributaires de l'autorisation de l'autorité de Francfort, de la BCE, en septembre, de nous dire, OK, vous pouvez compléter ce qu'on vous a autorisé dans un premier temps. Donc ça sera en septembre. C'est septembre, on saura en septembre si on peut le faire, et j'espère qu'on pourra le faire. Et ce sera quelque chose quand même là aussi de puissant pour la valorisation boursière de la Société Générale. Bon, tiens, le lien est tout fait. La presse en fait ses choux gras sur le fait que l'Ixor soit peut-être en vente. L'Ixor numéro 3 des ETF en Europe, 130 milliards d'euros d'actifs. La question est simple, est-ce que oui, il y a une mise en vente ou pas de l'Ixor?
Je l'ai toujours dit, j'aurai une posture toujours cohérente. Je ne commande pas de rumeurs de marché. Et en ce qui concerne des acquisitions comme les cessions, on les commente quand elles sont réalisées. Eh bien, vous viendrez les commenter quand ça sera fait. Si ça se fait. Bon, je note en tout cas que le cours de bourse de la SocGen devrait continuer sur cette pente ascendante. C'est ce que vous... Absolument. L'année 2021 sera une année de rebond pour la Société Générale. Bon, on en reparlera. Merci d'avoir été avec nous, donc, Frédéric Oudéa, directeur général de la Société Générale, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.